en parler avec Béziers et avec Nîmes autour des énergies vertes qui peuvent également être monitorées. Donc on parlera aussi photovoltaïque, bornes de recharge électrique. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on voit vraiment que les métropoles et les communes, elles s'emparent de ces enjeux. Et elles vont témoigner aujourd'hui sur les enjeux et les freins au déploiement de ces nouvelles solutions au sein des bâtiments publics. Donc je vais donner d'abord la parole peut-être à Nîmes, puis on enchaînera côté Béziers. Quels étaient pour vous les enjeux concernant le suivi énergétique des bâtiments au sein de la métropole de Nîmes et qu'est-ce qui a été déjà mis en place au sein de la métropole? Bonjour à tous. Donc du coup, au sein de l'agglomération, donc moi je fais partie du pôle climat-énergie, donc c'est la mise en place et la mise en œuvre du PCAET de notre agglo qui a été voté récemment, dans lequel on a des objectifs qui sont assez ambitieux à hauteur de 2030 sur la réduction de la consommation globale d'énergie à la fois de notre patrimoine mais surtout le territoire et le développement des énergies renouvelables. Et donc du coup, je suis responsable avec Tom notamment de ce qu'on appelle le conseiller en énergie partagée. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en gros, c'est une mission de conseil en énergie, en maîtrise de l'énergie et développement d'énergie renouvelable à destination des propres services en interne de l'agglomération, mais aussi de nos communes. Nîmes Métropole, c'est 39 communes avec une énorme commune centre qui est la ville de Nîmes, donc qui a ses propres services et qui s'autogère. Mais toutes les autres communes, c'est des petites communes de moins de 10 000 habitants et qui ne sont pas forcément des experts de la gestion énergétique des bâtiments. Chacun a plus ou moins ses services techniques. Des fois, il n'y a pas du tout de services techniques dans les plus petites communes. Et donc, nous, on était là justement pour leur accompagner un premier niveau d'expertise sur c'est quoi la consommation énergétique de votre patrimoine. Donc, c'est une mission qui existe depuis depuis 2014. Et donc, on a commencé à accompagner les collectivités dans le suivi des consommations d'énergie. Alors, c'est parti on récupère les factures papier et on met tout dans un Excel pour commencer. Et au fur et à mesure, on s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, on utilise un outil de suivi des consommations qui nous est mis à disposition dans le cadre d'un groupement d'achat d'énergie avec notre syndicat d'énergie qui a l'avantage de regrouper, on va dire, les principaux postes de consommation d'énergie de notre patrimoine, mais aussi de nos collectivités, mais qui est grandement perfectible, où on s'aperçoit grandement des limites de cet outil, sur lequel on n'a pas forcément la main, puisque ça nous est mis à disposition. Et donc, c'est difficile derrière d'avoir une expertise fine quand on n'est pas sûr de l'intégralité du patrimoine, d'aller vers les communes et de leur expliquer, bon, vos consommations, c'est telle et telle, mais en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas toutes les factures qui correspondent. Donc on part d'assez loin, on s'améliore au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on est là justement, on fait appel à Synox notamment pour développer un hyperviseur énergétique, avoir notre propre outil et arriver à piloter, enfin suivre déjà les consommations de la totalité du patrimoine bâtimentaire, mais pas que, on pourra en parler peut-être plus tard, pour avoir vraiment une vision de se dire, ok, sur telle commune, les bâtiments les plus consommateurs aujourd'hui, c'est tel et tel site, sur le patrimoine de l'agglo, idem. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et améliorer la conso? Merci Rémi déjà pour cette petite introduction sur le suivi énergétique au sein de la métropole de Nîmes. Je vais peut-être passer la parole maintenant côté Béziers. Alors je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole. Donc oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphane Lerendu. Donc oui, nous venons de la ville de Béziers. Donc Béziers, c'est une agglomération de 80 000 habitants. Donc moi je suis le responsable du bureau des flux. Donc pour ceux qui ne savent pas, les flux, c'est l'eau, les lecs et le gaz. Donc tout le par compteur, c'est moi qui le maîtrise. Enfin, j'essaye. Et donc c'est réparti sur 300 sites et 500 bâtiments. Ça nous fait un peu plus de 1000 compteurs. Donc quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais des agents qui travaillaient sur les portails gratuits de Suez, d'Enedis et compagnie. Et donc quand j'ai voulu avoir le portail payant de Suez, j'ai demandé conseil à des gens de la DSI. Et il m'a dit, mais on développe une plateforme pour des objets connectés. Ah bon? Donc tout de suite, j'ai voulu faire partie du projet. Donc maintenant, c'est bon. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi quand je suis arrivé. Maintenant, on a toute la remontée des données des Linky, des Gaspard et des capteurs Suez, des compteurs Suez. Il me faut juste que je dégage du temps pour faire les dashboards.
Voilà. Donc c'est aussi c'est là que le frein en fait chez nous, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une direction globale qui chapeaute tout ce qui est rénovation énergétique, optimisation. Donc on fait tous chacun ce qu'on peut dans notre coin, avec notre sensibilité à nous. Et c'est vrai qu'avec un directeur qui est plus intéressé par la beauté de la pierre, surtout dans une ville comme Béziers, avec tout ce qui est territoire protégé par les bâtiments de France, voilà, on s'intéresse plus à ça sur Béziers, quoi. Et avec le maire que nous avons, que tout le monde connaît, je pense. Voilà. Après, moi, ce qui m'intéressait aussi de voir avec cette plateforme, c'est vrai que c'était tout ce qui a... Enfin, on peut-être pas parler de ça tout de suite. J'enchaîne. Pardon. J'ai assez parlé de Béziers, c'est bon. Après, quand j'ai vu le potentiel de cette plateforme, je me suis dit, je vais en parler à tout le monde, je vais évangéliser. Donc c'est vrai que je suis allé voir dans différents services quels étaient leurs besoins. Donc j'ai fait des réunions pour savoir ce qu'ils voulaient. Certains étaient intéressés, d'autres non. Ceux qui étaient intéressés n'ont pas tout validé. Mais il y a quand même des choses qui commencent à prendre. Et aussi, petit à petit, en fait, à force d'en parler, il y a 2-3 collègues qui sont intéressés, qui ont aussi cette sensibilité-là. Peu importe l'âge, peu importe les connaissances techniques en IoT, il y en a, ils sont juste intéressés. Et donc, il y a effectivement tout ce qui est énergie verte. Sur Béziers, nous avons actuellement 4 sites avec du panneau photovoltaïque qui datent des années 2010, donc qui sont ce qu'elles sont. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune... Enfin, si on veut avoir la consommation, la production, pardon, plutôt, il faut qu'on aille sur place, qu'on prenne une photo, qu'on le note sur un bout de papier. Et après, on va sur le portail EDF pour avoir un petit chèque. Là, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas un agent qui aille sur place à chaque fois sur les 4 sites. On le fait donc avec la plateforme connectée. Ça a un gain de temps, effectivement. Et surtout, l'autre aspect, c'est qu'on peut contrôler la production, dans le sens où s'il y a une baisse significative de la production, c'est qu'il y a un problème sur un des strings, ou alors les panneaux sont sales. Donc, ça permet de faire de la maintenance curative, du coup. Il y a déjà cet aspect-là. Sur Béziers, on va installer aussi des panneaux photovoltaïques sur la plupart de nos bâtiments. Donc, cette première installation sur le parc actuel nous permet de faire un essai, un galop d'essai, qu'on pourra ensuite du coup appliquer sur les prochains panneaux que nous allons installer. Voilà. Après, nous avons aussi... enfin, là par contre, c'est un service qui est venu me voir qui s'appelle l'ODP, l'occupation du domaine public, concernant les halles de Béziers, les plus belles halles de France, vous le savez tous. Il y a cette pub. Qui en fait avait besoin d'installer des compteurs divisionnaires pour refacturer les étaliers. Donc là, mon idée, j'avais dit à l'ODP, c'est très simple, je vais installer des compteurs connectés, je vais vous faire un dashboard, je vais vous donner accès à ce dashboard, vous ferez vos exportations Excel, et après vous donnez aux juridiques, aux finances, comme vous voulez, pour refacturer, et ça sera transparent pour vous au final. Voilà, donc c'est quand j'entends des petites idées, j'ai peut-être une solution. Et si j'en ai pas, au pire, je demande à Synox si ils ont un compteur pour ça. Et voilà comment je fais de mon côté, en tout cas, pour l'instant. Très bien, merci Stéphane. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais c'est vrai que ce qui est intéressant sur Nîmes et sur Béziers, c'est qu'on a eu les mêmes demandes en termes de dynamique. C'est-à-dire que les 2 collectivités ont fait le choix de partir sur nos solutions on-premise et vraiment d'avoir des services dédiés chez eux qui s'occupent de cette partie aussi infra, suivi de l'outil. Et également de mettre aussi parfois en place les tableaux de bord eux-mêmes. Alors nous, on vous accompagne aussi là-dessus, mais vraiment vous avez une prise en main assez complète de la plateforme et c'est des choses qui sont aussi en train de se construire parce qu'on développe les cas d'usage ensemble, mais on avait déjà travaillé beaucoup avec Nîmes et Béziers sur des cas d'usage assez divers et on voit que cette année, il y a une vraie dynamique et une vraie demande de votre part sur la partie gestion bâtimentaire. Donc du coup, on a quand même un peu parlé de la partie ENR avec le photovoltaïque sur Béziers. Donc peut-être côté Nîmes, si vous voulez revenir aussi sur la partie ENR, parce que vous avez aussi des sujets sur les parties bornes de recharge. Donc je vous laisse également la parole. Je ne sais pas si Tom veut intervenir. Bon,
Donc, bonjour à tous. Déjà, je trouvais ce que tu disais très intéressant et je souhaitais un peu revenir dessus parce que, en fait, je me rends compte qu'on est tous un peu réactionnaires dans notre façon de réagir. Et au final, nous, on avait, Rémi et moi, déjà pressenti qu'on était un peu, disons, étriqués dans notre solution initiale de comptage d'énergie et notre opération par rapport à ça était déjà un peu limitée. Le fait étant que c'est en consultant d'autres services, notamment le transport avec leur nouvelle flotte de bus électriques et leur volonté de faire du smart charging, qu'on a un peu débloqué cette volonté de mettre en place un outil d'hyperviseur. Finalement, de ça naît la volonté d'ouvrir notre esprit, disons, de créer une mind map où on met un petit peu toutes nos idées et à partir de laquelle on se dit, bon, on essaye de voir jusqu'où on pourra pousser ce projet d'hyperviseur et si ça prend, enfin si on est limité par la technique à certains moments, eh ben on fera avec, mais au moins on se laisse le choix. Et donc on a ouvert finalement cette plateforme initiale qu'on avait, on s'est dit on garde la gestion bâtimentaire, l'éclairage public, mais on va essayer d'y amener ce qu'on développe énormément en ce moment sur le territoire, qui est le photovoltaïque, qui est une priorité. Et l'objectif serait donc d'avoir des tableaux qui mettent en valeur, disons, la production de photovoltaïque et la consommation et la différence pour voir vraiment ce que l'on peut gagner et pouvoir transmettre en fait un visuel à nos communes. Mais c'est également l'eau, qui est un sujet nouveau sur lequel disons qu'on lance la bataille pour essayer d'avoir une gestion de l'eau qui est bien plus efficace et qui est à l'heure actuelle gérée de très loin par nos services. Et donc, voilà, actuellement, le projet d'hyperviseur, c'est cela. Alors on en est, disons, aux prémices, puisque actuellement, on a basé nos contours, mais on veut faire une première phase de détection, disons. Et peut-être, Rémi, tu veux parler du POC. Actuellement, peut-être après, sinon. Ouais, du coup, on va faire un test, c'est ça, sur notre bâtiment. Pour revenir sur la question sur les énergies renouvelables, on a une stratégie où c'est pas Nîmes Métropole qui fait directement les investissements, donc on n'est pas propriétaire de nos propres des installations qui sont mises en place. Notamment, on recourt des délégations de services publics. On en a plusieurs, mais deux principales sur lesquelles il va y avoir des investissements photovoltaïques. Donc une qui est sur la DSP des transports, qui se fait au niveau du dépôt bus, donc où il y a une grosse migration vers l'électricité, comme disait Tom, pour les bus électriques. Et donc du coup, ce dépôt, enfin le parking du dépôt va être équipé de grandes ombrières qui vont être en autoconsommation individuelle. L'intérêt, bien entendu, via l'hyperviseur, c'est d'aller équiper cette installation, d'avoir la même vision justement sur la production, voir si tout fonctionne bien, et sur aussi l'optimisation de cette autoconsommation en fonction des consommations des bâtiments auxquels elles sont reliées. Donc potentiellement, ça sera à la marge, mais de la recharge de bus électriques. Les bus, globalement, ils sortent toute la journée, ils rechargent la nuit. Donc là, c'est une stratégie qui est différente sur à quel moment je branche mon bus pour acheter l'énergie la moins chère possible, parce que quand on parle de la recharge d'un bus, c'est 150 kg par bus. Il va y avoir 30 bus d'un coup qui vont être chargés. Donc en termes de puissance, on a atteint plusieurs mégas, donc on va tirer très très fort sur le réseau. Et donc c'est une stratégie de à quel moment on va recharger au prix le moins cher, tout en s'assurant que quand le bus il sort pour les plus tôt à 5 h du matin, ils aient la recharge qu'il faut pour assurer toute leur route. Sur le photovoltaïque, c'est vraiment se dire, on a un atelier, on a des bus, cette énergie, il faut éviter au maximum qu'elle soit revendue sur le réseau, parce que même si on touche quelque chose aujourd'hui, le prix de la revente au réseau, il est totalement dérisoire. Par contre, le prix de la consommation, lui, il ne l'est pas. Donc c'est vraiment se dire, on a 2 fois 500 kg, il faut que ces 2 fois 500 kg, on n'atteigne pas 100% d'autoconsommation, mais qu'on soit à 75-80%. On a la même installation qui va se faire sur notre piscine olympique, pareil gérée par notre DSP. Et le but pour nous, pareil, c'est de se dire, on a 500 kg d'installation, on va faire en sorte que tout part dans la piscine et part sur la revente d'énergie. Donc il y aura une partie qui sera dédiée aux IRVE parce qu'il y a des véhicules légers qui peuvent venir se brancher. Et donc là, c'est l'utilisation journalière des gens qui se branchent sous les ombrières, se raccordent à l'IRVE, vont se baigner pendant 1 heure et récupèrent leur voiture derrière. Donc là, il y a vraiment un intérêt, une stratégie de se dire on fait de l'autoconsommation via ultra local, ça part dans le bâtiment ou ça part vers les IRVE.
Ok, très bien. Ben, merci Rémi. Peut-être aussi, si tu veux bien revenir très rapidement sur ce qu'on va mettre en place ensemble aussi sur le Colisée 3, donc, qui est l'hôtel de métropole hein, de Nîmes. Et puis après, on pourra aussi parler des expérimentations qui sont déjà menées aussi sur Béziers, et puis aussi les nouveaux cas d'usage qu'on a pu échanger ensemble. On a aussi des sujets sur l'arrosage connecté, etc. On pourra enchaîner sur ces sujets-là aussi juste après. Alors oui, donc on va faire une phase de test assez poussée sur notre bâtiment principal, qui est un bâtiment qui est très récent, puisqu'il a été livré fin 2018, si je ne dis pas de bêtises, et qui est censé être hyper connecté. Donc on a des capteurs un petit peu partout dans le bâtiment pour mesurer le CO2, la température, la consommation d'énergie à tout niveau. C'est pour ça que j'ai posé une question, si vous étiez là à la plénière tout à l'heure, c'est bien beau d'équiper des bâtiments, mais il faut prendre en compte les usagers, parce qu'on est le cas typique on a mis des centaines de milliers d'euros dans l'équipement des bâtiments et rien ne fonctionne. Donc on a des salles de réunion qui sont sur-refroidies à 18 degrés pendant toute l'année. On a un bel amphithéâtre un peu comme ça, pareil, dans lequel tout le monde se gèle. Donc c'est vraiment un beau bâtiment, mais qui mérite d'être beaucoup mieux piloté. Quand on l'a visité, notamment avec Sinox, on a une GTB qui est sur un ordinateur, mais sur laquelle personne ne va, et on a des remontées d'informations qui sont inexistantes. Ou alors on a de la consommation d'énergie qui nous remonte, mais qui n'est pas du tout capée dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on a une consommation globale, ok, mais on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas à quel moment. Donc globalement, on a investi beaucoup d'argent pour pas grand-chose à ce moment-là, c'est bien dommage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, si on veut développer un hyperviseur, autant commencer déjà par le plus gros bâtiment de l'agglo pour savoir comment il consomme, comment il est géré aujourd'hui. Donc, on va déployer cette phase de test. Donc, l'idée, c'est un peu de rattraper le coup de ce qui a été fait auparavant en équipant chaque armoire de commande électrique et d'aller mesurer la consommation de la ventilation, du chauffage, de la climatisation, pour voir, sans forcément piloter derrière, c'est déjà avoir un visu de qu'est-ce qu'il consomme et à quel moment. Parce qu'aujourd'hui, on a ce bâtiment Colisée 3, mais il faut savoir qu'on a 3 ensembles de bâtiments qui sont collés les uns aux autres. Et ce bâtiment, pour des raisons d'économie d'énergie, d'économie de coût, a été raccordé sur le compteur du bâtiment principal qui était collé. Donc on a 2 bâtiments qui consomment sur un seul compteur, sans savoir quel bâtiment consomme quoi. Donc on en est à ce niveau-là. C'est quand même assez alarmant. Donc c'est vraiment un cas d'école, et de se dire, on va faire un état des lieux, se dire ce bâtiment, aujourd'hui, il consomme tel et tel à tel étage et tel segment de consommation est vraiment important. Et ensuite, on verra comment on peut aller plus loin, comment optimiser la consommation, tout en prenant en compte les usagers cette fois-ci, en leur disant, ok, on s'aperçoit quand on va discuter avec un élu, un vice-président ou un président qui nous dit « il fait trop froid dans mon bureau, il faut réagir dans la 2 minutes ». Aujourd'hui, on va les rencontrer, on va leur dire on met en place quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dans votre bâtiment? Qu'est-ce que vous voulez dans votre bureau? Parce que le bâtiment est censé faire ça pour être piloté bureau par bureau. De se dire, ok, vous voulez du chaud, vous voulez du froid, vous voulez de la ventilation, pas de ventilation, l'éclairage, vous en êtes content, pas content. On est censé pouvoir le piloter. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Merci Rémi. Je vais donner la parole peut-être à Romain. Si vous pouvez revenir un petit peu sur, de la même manière, en fait, ce que vous mettez en place en termes de cas d'usage sur la partie suivi énergétique. Puis on peut aussi élargir aux autres cas d'usage. On a beaucoup parlé ensemble d'arrosage connecté, etc. Et il ne faut pas hésiter aussi à dire les freins là-dessus, parce qu'il y en a certains. Donc, je vous laisse la parole. Alors moi, je représente la DSI, donc on est en appui sur les services pour mettre en place des capteurs et des usages. Donc pour l'instant, on a mis des cas d'usage, on a des remontées d'informations sur les capteurs de flux, les capteurs d'eau et les surconsommations, et donc on détecte effectivement des potentielles fuites. Le problème, c'est de savoir si effectivement c'est des vraies fuites ou pas des vraies fuites. Donc il nous reste à connecter d'autres services, donc à ramener d'autres services dans l'hyperviseur. Ce serait ramener les services des espaces verts pour pouvoir connecter leur système d'arrosage automatique. Donc il va falloir pour ça changer les capteurs et changer les vannes qui permettent l'arrosage automatique, et de pouvoir coupler la planification des arrosages et la consommation des compteurs. Donc une fois qu'on aura effectivement mis en place ces nouveaux capteurs, on pourra détecter les vraies fuites
et voir si effectivement les espaces verts consomment bien la bonne consommation d'eau. Donc, troisième cas, ça va être ça, et effectivement, ça va être on a planifié de consommer une certaine quantité d'eau pour arroser le stade. Est-ce qu'on détecte que c'est bien cette quantité d'eau qui est consommée et pas plus? Et auquel cas, on aurait peut-être potentiellement une fuite sur l'un des circuits d'arrosage. Donc, toujours la détection. Donc, pour ça, on appuie, on pousse vers Synox. Et justement, sur l'utilisation des plateformes de visualisation, qu'est-ce qui, d'après vous, alors la question est ouverte, qu'est-ce qui vous est le plus utile, vous, en tant qu'agent, vous qui êtes tout le temps la tête dans le guidon, vraiment dans l'opérationnel, parce qu'on parle beaucoup sur les plateformes de visualisation de la personne aussi qui va lire ces données. Alors, vous êtes vraiment sur la partie opérationnelle. On a aussi des élus, parfois, qui ont besoin d'avoir accès à ces tableaux de bord. Alors, sur la partie énergie, c'est d'autant plus pertinent qu'un élu va avoir surtout besoin de voir ses factures et les coûts. Mais vous aussi, dans l'opérationnel, comment est-ce que les plateformes de visualisation et même la remontée de la donnée, puisque on l'a vu avec l'exemple de Nîmes, parfois on pense avoir la donnée sur une GTB, mais en fait on ouvre le fameux ordinateur dans la salle serveur et on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose. Donc voilà, ça serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Oui, alors pour ma partie, c'est vrai que il l'a déjà expliqué pour tout ce qui est en rapport avec les fuites. C'est vrai qu'actuellement, on a des alertes fuites et on passe un coup de tel aux espaces verts. Est-ce que tu es en train d'arroser là? Est-ce que tu as arrosé de telle heure à telle heure là? Et quelle quantité tu as programmé? Voilà. Donc après, c'est pas grave, ça fait du lien avec les autres humains, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'idée, ce serait que enlever un peu d'intermédiaire humain, c'est vrai. Bon, c'est pas très humain ce que je dis, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment, on a la donnée de l'arrosage, on a la donnée avec un seuil de consommation. Si tous les seuils qu'on a programmés sont tous OK, là, on a une alerte. Après, il y a un dernier regard humain chez mes gestionnaires de flux pour être sûr que c'est bien ça, qu'on ne s'est pas raté dans le seuil, parce que, enfin voilà, on peut aussi se rater à 1 mètre cube près, ça peut quand même flasher. Et donc ça permet de... Pour moi, l'intérêt, en fait, c'est dégager du temps pour mon gestionnaire, semi-automatiser ce qu'il fait, pour lui dégager du temps pour faire autre chose, en fait. Et j'oserais dire quelque chose de plus intéressant que seulement vraiment de l'administratif pur. C'est-à-dire, je lis un truc, j'appelle, c'est bon, là, voilà. Enfin, là, il y a vraiment une plus-value, une valeur ajoutée, le regard vraiment du technicien, du gestionnaire de flux, vraiment, à apporter là-dessus, quoi. Je vais peut-être rajouter pour les dashboards. L'accessibilité des dashboards, on a effectivement d'autres solutions qui donnent de la donnée. On a sur les halles de Béziers toujours des capteurs qui permettent donc des caméras qui permettent de faire du comptage humain. Donc avec une intelligence artificielle qui vient détecter les piétons et qui vient dire combien de personnes rentrent et sortent de ces halles. Et ces données sont fournies dans un fichier Excel depuis l'intelligence artificielle. Et le tableau de bord Synox permet de faire un rendu aux élus qui est un peu plus lisible qu'un fichier Excel. Et donc ça, effectivement, c'est un des plus. C'est la possibilité de donner des accès à des personnes non techniques, à des outils où seul l'administrateur pourrait avoir accès. Oui, tout à fait. J'allais rebondir justement sur ce point-là, parce que c'est des sujets sur lesquels on vous accompagne aussi. Alors, la solution de comptage, on peut la nommer, hein, s'appelle Wintix. Et bien, c'est un flux en fait, de données qui vient s'installer sur des caméras existantes. Donc, c'est aussi intéressant pour les collectivités comme vous qui avez déjà de la vidéosurveillance, de ne pas avoir à acheter de nouvelles caméras, parfois aussi qui sont très coûteuses, simplement pour du comptage. Et puis ce qui peut être intéressant aussi sur les halles, on a plein de sujets communs là-dessus, mais c'est évidemment aussi de croiser ces données de comptage avec la consommation énergétique. Donc voilà, on a plusieurs niveaux, que ce soit avec Nîmes ou avec Béziers. Vraiment le suivi simple, qui est déjà une première étape, parce qu'on voit que c'est pas forcément toujours fait ou toujours bien fait dans les collectivités, malheureusement.
Et puis ensuite aller encore plus loin avec du croisement de données et encore plus loin dans le futur avec du pilotage. Je voulais juste rajouter justement sur les plateformes de visualisation. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important, à la fois pour le technique, mais aussi vis-à-vis de nos élus, quand on va intervenir sur des petites communes de moins de 1000, moins de 2000 habitants qui n'ont aucune compétence en termes d'énergie, c'est pas ce qu'on leur demande de toute manière, mais qui ont besoin d'avoir un accès simple, facile et compréhensible à l'information, de leur dire, bon ben voilà, on peut vous mettre en place une plateforme de visualisation avec des tableaux de bord et qui seront très simples. C'est-à-dire, c'est un premier niveau d'information de vous dire, ben, aujourd'hui, votre patrimoine, c'est, je sais pas, 4 bâtiments, l'école, la mairie, la salle des fêtes, le stade. Voilà. On a fait le tour sur une petite commune. Vous avez tant de points de consommation d'énergie. Votre facture d'énergie, ça représente tant de milliers d'euros. Ça représente tant de consommation. Par rapport à l'année dernière ou par rapport au prévisionnel, vous êtes à tant de consommer ou tant de sous. C'est un premier niveau d'information. Et comme ça, s'il s'aperçoit que potentiellement il y a un problème, ou il s'aperçoit que tiens, ben, je voulais faire ça sur ça, pourquoi ça ne marche pas, ou on est mieux ou pas, il nous appelle et derrière, on va aller plus loin. C'est vraiment un premier niveau d'information. Aujourd'hui, en interne, par exemple, à Nîmes Métropole, le service qui valide et paye les factures d'électricité, ce n'est pas nous. Pourtant, c'est nous qui avons l'expertise sur l'énergie et comprendre comment est structurée une facture d'énergie. Et donc, on a notre directrice de secrétaire général qui nous dit, bon, ben, moi, je reçois une facture, je ne comprends strictement rien à ce qu'il y a dessus. C'est normal. Mais, et du coup, on se dit, mais comment on lui met à disposition un outil qui va être simple pour lui dire, bon, ben, le bâtiment, il a consommé tant, c'est OK par rapport à ce qui était prévu, et la facture, elle est OK par rapport à ce qui est prévu aussi. Il y a un double truc, c'est la consommation et la facturation. Aujourd'hui, on a un fournisseur historique, pour ne pas le nommer, qui s'amuse, peut-être involontairement ou pas, je ne sais pas, à se tromper dans la facturation, ou non, forcément toujours à notre tort, bien entendu, mais qui pose des problèmes où on a des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros qui traînent dehors, parce que pour prélever l'argent, ça va très vite, pour le rembourser, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, aujourd'hui, bah, pour nous, l'utilité, enfin, l'objectif, c'est aussi d'avoir une vision là-dessus, de se dire, je comprends ce que je consomme et je comprends ce que je paye et pourquoi je le paye. Oui, tout à fait. Il va nous rester 3-4 minutes pour échanger ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez amener avant qu'on passe aux questions. Pas tous en même temps. Bon, écoutez, ben ça sera donc le mot de la fin, la facturation, qui est un vrai sujet forcément. Alors, Synox ne va pas du tout couvrir ces sujets de facturation, mais on fait aussi le lien entre la donnée et la facturation, ce qui est aussi très important. On l'a mentionné, mais l'interopérabilité des plateformes IoT, que ce soit Synox ou autre, elle est vraiment essentielle pour venir agréger aussi les données métiers. On a parlé de Witchix, qui est un autre logiciel tiers où on peut venir récupérer aussi de la donnée. Et en ce sens-là, c'est aussi comme ça qu'on peut créer un cercle vertueux au sein des DSI, des DSN, pour pouvoir avoir des outils qui communiquent entre eux et une vraie ouverture de la donnée à terme, quoi. Bah, écoutez, la parole est à la salle. Alors, pour passer les micros, ça va être un peu compliqué. Je vois que j'ai une petite main de Synox qui arrive avec le micro. On va vous donner la parole. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si vous avez aussi une gestion pour la gestion de vos équipements sportifs, puisque vous êtes deux villes avec des grosses structures sportives qui sont consommatrices d'énergie, puisque moi, je suis rugbyman et même quand on commence les matchs à 3 heures, on a déjà les lampadaires qui sont éclairés. Comment on fait pour ne pas allumer l'éclairage en pleine journée, c'est ça? Est-ce que je comprends bien votre question? Bon, alors, je ne suis pas à la ville de Nîmes qui pilote son propre truc, mais je peux vous donner l'exemple sur des communes. C'est quelque chose qui est très compliqué, je l'avoue. Les équipements sportifs, c'est vraiment quelque chose un peu à part des bâtiments, notamment sur l'éclairage des stades, où notamment, quand on va parler aussi pollution lumineuse, mais là on sort du champ d'aujourd'hui, mais quand on fait notamment les entraînements ou les matchs, expliquer à
un club qui n'a pas besoin d'éclairer à 100% en conditions de match pour faire des entraînements, déjà c'est un premier pas. Allumer au bon moment, ça aussi, ça peut être piloté. Il faut que ça soit piloté intelligemment, il ne faut pas que ça plante. Si vous vous retrouvez à 19h, il fait nuit noire et le match commence à 19h30 et ça met, genre, je ne sais pas quel est le type d'éclairage, c'est de la LED, ça va très vite. Si c'est des lampes qui mettent un petit moment à s'allumer, c'est problématique. Donc c'est un vrai sujet. J'ai malheureusement pas de réponse à vous donner, je suis désolé, mais on le prend en compte après au cas par cas dans les communes qui ont des stratégies. On est arrivé des fois où carrément... le stade est branché sur l'éclairage public. Donc, globalement, le stade s'allume tous les jours. C'est génial. Alors, du coup, tout le monde peut venir sur le stade et profiter du stade même quand il n'y a pas d'entraînement. D'un point de vue performance énergétique, c'est pas top. Alors, pour la ville de Béziers, par contre, non, le département des sports est très, très actif et très mis en lumière, en fait, si je puis dire. Parce que, bon, à Béziers, nous avons donc l'équipe de rugby Béziers qui, historiquement, est... très connu. Voilà, il y a les années 70-80, c'était les meilleurs de la planète à les entendre. Et, non, et surtout, oui, il y a une gestion qui a été faite, il y a eu un plan lumière qui a été aussi mené par l'éclairage public. Donc il y a quasiment que des LED partout. Et il y a des programmations, donc avec la programmation, donc avec différents pourcentages, effectivement, quand c'est entraînement, c'est 50% et tout ça. Donc ça, c'est en place. Et donc, j'étais pas là quand il y a eu la pédagogie là-dessus. Mais oui, l'élu, en tout cas au sport, est très actif et très proche du maire. Donc, ça file droit, en gros. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi une volonté politique. Est-ce qu'on a... Ah, ouais, on n'entend pas le micro dans la salle, s'il vous plaît. Si, oui, C'est pardon. bon. J'avais une question sur la partie collecte de données. En fait, aucun de vous n'a parlé de réseau. Comment vos capteurs y remontent? Est-ce que vous avez un réseau LoRa privé, mutualisé, externe? Comment vous faites? Alors, on a déployé le réseau LoRa privé, effectivement, où on a 4 antennes sur la ville. On est en train de choisir des capteurs qui vont être mis sur le réseau LoRa. Actuellement, la plupart des informations sont récupérées via des API sur les distributeurs d'énergie pour les flux, effectivement. Pour les caméras, c'est de l'Ethernet, donc du réseau privé. Et pour les caméras, entre autres, on peut se brancher effectivement sur n'importe quelle caméra de la ville. Donc, c'est un petit outil qui peut être très pratique pour récupérer de la donnée sur n'importe quel bâtiment, même de façon temporaire. Et puis l'idée, c'est vrai que comme la DSI m'a expliqué qu'on avait notre propre réseau privé, je me suis dit, on réfléchit même pas. Le prochain que j'achète, ça sera LoRa et c'est tout. Il faut le rentabiliser, le truc, quoi. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un dans le public. La personne qui est juste assise devant vous, c'est la personne qui gère le réseau LoRa à Nîmes Métropole et donc le déploiement du réseau. Voilà, sur le sujet, c'est vraiment lui l'expert sur le sujet. Oui, bonjour. Donc sur Nîmes Métropole, on déploie un réseau LoRa. On est aujourd'hui à 22 antennes et on adresse plusieurs cas d'usage. Donc on a les îlots de chaleur urbains, l'éclairage public sur la ville de Nîmes et beaucoup de sujets à venir. Le monitoring des chaudières dans les écoles, d'autres sujets d'éclairage public sur d'autres communes. Et donc on a pris le parti de développer notre propre réseau LoRa. Bonjour. J'avais une question sur la mutualisation. Vous avez parlé de ce que vous avez mis en place, de comment il y a toujours une phase d'apprentissage sur ces projets-là. Donc là, on a le témoignage de ce qui est fait à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'une ville. Est-ce qu'il y a une mutualisation que vous voyez avec peut-être une échelle du département, de la région? Et comment ce que vous mettez en place, vous pensez que d'autres collectivités pourraient le répliquer? Alors pour le coup, nous, ça va être vraiment un outil qui est mutualisé à la strate inférieure. L'objectif pour nous, il est de déployer, donc faire un test sur le patrimoine de Nîmes Métropole, mais ensuite de le déployer sur toutes nos communes qui sont adhérentes à notre service, et donc de fournir le même niveau de service, que ce soit pour les usagers de la métropole comme les usagers des communes. Donc le niveau de service, il a vocation à être déployé là-dessus, en fournissant une qualité de service et un niveau
de technicité qui soit le même pour l'agglo que pour les communes, avec des niveaux de lecture. Par contre, ils seront adaptés en fonction de si on donne un accès à un élu ou un technicien. Pour le niveau du dessus, notamment pour la partie achat d'énergie, nous, on travaille beaucoup avec notre syndicat d'énergie, donc qui pilote un groupement d'achat, qui fait partie d'un groupement d'achat à l'échelle de l'Occitanie. Et donc, on aura un outil notamment de suivi de facturation et de consommation sur lequel on souhaite que notre outil s'interface pour récupérer toute la partie facture. Et donc, il y aura certainement un lien aussi qui va se faire. La ville de Nîmes attend beaucoup notre retour d'expérience sur le déploiement pour voir si ça fonctionne très bien, on espère, de s'interfacer aussi à l'intérieur. Donc après, ça peut tout à fait être mutualisé et déployé à une plus grande échelle ou une beaucoup plus petite. Et pour chez nous, en fait, c'est vraiment chaque service dans son coin a des besoins différents. Il n'y avait pas à la base la volonté de mutualiser. C'est très cloisonné chez nous en tout cas. Donc c'est vrai que là on a un cas d'étude, enfin un cas d'école qui est effectivement l'arrosage avec la consommation d'eau et les fuites. J'ai jamais entendu parler d'un élu à qui ça intéressait de savoir ces choses-là. Pour l'instant, on verra l'année prochaine. Après, je sais pas, la volonté à la base de la DSI quand ils ont lancé ça, est-ce que tu es au courant toi ou pas? Quand Jérôme il a lancé ça? D'accord, ok. Donc du coup, c'est vrai que ça s'était lancé chez nous il y a plus de 4 ans, je pense, maintenant. Et c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme volonté à la base. Est-ce que c'est juste la DSI qui a senti le vent tourner et s'est dit il faut investir là-dedans à fond, ou s'il y avait quelqu'un d'autre? Peut-être que... Alors moi aussi, je suis arrivée il y a une petite année, mais j'ai quand même un peu de connaissances sur la dynamique qu'il y a eu, en tout cas parce que là, la question était surtout à l'échelle départementale, je pense. Bon, pour Béziers, c'est l'Hérault, et pour Nîmes-le-Gard, donc on est sur 2 départements différents. Mais il y a une structure au niveau du département de l'Hérault qui commence à se poser des questions au niveau de l'IoT. Peut-être que certains d'entre vous ont pu échanger aussi avec le conseil départemental. Donc il y a des choses qui se passent, mais il se trouve qu'on est un territoire un peu particulier où on a quand même pas mal d'assez grandes villes. On a Béziers, on a Montpellier, on a aussi tout le pôle autour de Agde aussi, avec une agglo qui est assez dynamique. Ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment à la maille de la ville et des agglos que les choses ont bougé. Et il me semble que dans le Gard, ça a été aussi cette dynamique-là, avec la ville de Nîmes qui a vraiment concentré tous ces sujets. Alors à voir dans le futur si justement, vu que les villes et les agglomérations ont été moteurs, il y aura une mutualisation à l'échelle du département. Mais voilà, pour l'instant, on en est là dans le sud de la France, en tout cas, sur le Midi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ça sera la dernière, donc choisissez-la bien. Bonjour, merci déjà pour votre intervention, très intéressant. Alors moi je me retrouve beaucoup dans les cas d'usage, je suis bailleur social, donc il y a des cas d'usage qu'on couvre ou qu'on essaie de couvrir justement aussi à travers d'expérimentations menées à Ixinox. Moi je me posais la question, alors il y a eu une réponse sur la partie raccordement et réseau, infrastructure, c'est important. Nous on a une difficulté aussi parce qu'on est à l'échelle d'un département, là on est plutôt sur un territoire métropolitain ou agglo. Donc la réponse, elle a été donnée. Je me posais surtout la question de pourquoi, je veux comprendre que vous avez choisi une infrastructure on-premise pour l'hyperviseur, etc. Donc pourquoi ce choix-là? Est-ce qu'il y a un choix sécuritaire? Est-ce que c'est un choix de maîtrise de coût? Voilà, pourquoi l'hyperviseur on-premise? Pourquoi toute cette stratégie-là? Voilà. On va laisser d'abord la parole à Béziers et Étienne dans la salle, si tu peux donner le micro à Mickaël, parce que nos interlocuteurs sont vraiment sur le service énergie, donc ils ne vont pas forcément avoir la réponse. Désolé Mickaël, tu te retrouves à répondre aux questions. Alors, chez nous, on installe sur le on-premise. Généralement, il y a plusieurs raisons pour le faire. Il y a une première raison qui est une question budgétaire. En fait, on a fait le choix d'investir dans une infrastructure avec des serveurs et une grosse capacité serveur. Donc on insiste ensuite après pour installer les API chez nous pour rentabiliser effectivement cette installation, ce qui évite des coûts annuels sur les versions SaaS.
Et effectivement, ça rapporte aussi une sécurité on a tout sur notre réseau, on sait ce qu'on contrôle sur notre réseau et on sait ce qu'on fait transiter sur notre réseau. C'est également pourquoi on a pris le choix d'un réseau LoRa privé et on va migrer les capteurs qu'on a déjà sur des réseaux LoRa tierces pour les remettre chez nous et pouvoir contrôler tout ça. Et aussi, moi, avec mon passé d'informaticien aussi, je comprends très bien que c'est important d'avoir ses propres données, la souveraineté de ces données. Je vois aussi avec les portails Suez et Enedis et compagnie que c'est limité dans le temps, et d'une année à l'autre, ils changent cette limite. Donc un jour, vous pouvez avoir vos données, le lendemain, vous ne les avez plus, et c'est juste contractuel, c'est comme ça. Et puis là, l'idée, c'est que tant que j'ai pas fait mes dashboards, c'est stocké. Les données sont stockées. Donc, quand je les ferai, j'aurai tout mon historique depuis que ça a été déployé. Et vraiment, le plus important, c'est ça, parce que pareil, les portails, des fois, ils plantent. Donc c'est soit je suis en chômage technique, soit je fais faire un tour, quoi. Oui, après, pour un éditeur logiciel comme nous, voilà, on a aussi l'habitude de ce genre de demande auprès des collectivités de voilà, vouloir internaliser la partie hébergement. Alors, des fois, ça demande quelques ajustements entre nous aussi, parce que au niveau sécurité, vous avez un fort niveau de sécurité sur votre on-premise. Donc, quand on veut aller faire des formations sur de la visualisation avec les clients, etc., ça demande une petite adaptation, mais c'est quelque chose qu'on a aussi... on a la technicité pour le faire et on a aussi plaisir à accompagner les collectivités en ce sens, bien qu'on déploie aussi en SaaS chez d'autres clients. Alors voilà, Mickaël, si tu veux bien intervenir pour Nîmes, merci. Oui, pour Nîmes, donc le LoRa dans son ensemble, c'est un projet qui est porté par GECO, qui est notre marque d'aménagement numérique du territoire. Et c'est vrai qu'on est sur des briques d'infrastructure, donc on a pris le parti d'internaliser ces parties. En fonction de l'évolution des dashboards, on est ouvert pour que la partie DataVis, elle puisse être externalisée. Mais pour l'instant, c'est on-premise. Alors, je suis désolée, on a terminé, donc on ne pourra pas prendre d'autres questions. Par contre, on va passer au déjeuner, donc n'hésitez pas à aller voir nos interlocuteurs. Ils auront aussi plaisir à vous répondre en live. Et merci beaucoup à vous quatre d'être intervenus et d'avoir fait ce retour d'expérience-là. Et merci aussi à la salle pour vos questions et pour votre écoute attentive. Merci.